À toutes et à tous et bienvenue au webinaire Swissquote de ce mardi 23 novembre 2021. Je jette un œil pour voir si ça fonctionne. Normalement, ça semble être le cas. Alors, bienvenue en ce début de soirée. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme régulièrement donc pour ces go-to-webinar sessions pédagogiques, une fois par mois. Je vous rappelle donc que cette vidéo est actuellement enregistrée et que si vous n'avez pas la possibilité de la suivre tout au long de la présentation, eh bien, elle sera disponible très rapidement sur la chaîne YouTube Swissquote Suisse. Alors, depuis quelques mois, j'ai pu traiter ici avec vous un certain nombre de sujets autour de l'analyse technique. Et donc, je complète ce soir cette série avec les indicateurs de sentiment et de participation. Alors, ce sont des outils techniques moins connus, moins utilisés et surtout, on ne sait pas vraiment comment les utiliser. Alors, ce soir, je vais donc vous présenter ce qu'est le sentiment, car finalement, il y a beaucoup de confusion. Quels sont les indicateurs de sentiment? Quels sont les principes pour les utiliser en partenariat avec l'analyse technique traditionnelle? Et puis, l'autre catégorie, les indicateurs de participation. Quelle est la différence avec les indicateurs de sentiment et comment les utiliser pour optimiser l'analyse de marché et les stratégies de trading. Voilà, je vous propose de passer directement au vif du sujet. Je me réinstalle correctement. Vous avez une section des questions que vous pouvez utiliser, donc n'hésitez pas si vous en avez pendant la présentation. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire quelques mots sur notre hôte. Voilà, pour rappeler simplement que Swissquote propose 3 millions de produits sur 60 bourses différents. Bon, effectivement, l'offre est très complète, allant jusqu'au contrat futur, au contrat d'option et plus récemment l'offre en crypto-monnaie. Juste une information, les coordonnées pour joindre les équipes de Swissquote Suisse francophone, elles sont à nouveau ici sous vos yeux. N'hésitez pas donc à les utiliser. Et enfin, en ce qui me concerne, la présentation de ce soir est réalisée à titre indicatif. Bien sûr, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai préparés, mais ce ne sont pas des conseils de trading, des stratégies d'investissement. De manière générale, tout ce qui est pédagogique, eh bien, il faut prendre beaucoup de recul, ne pas boire les paroles de la présentation, car je présente ce soir un sujet, mais c'est aussi ma vision subjective de l'utilisation de ces indicateurs. Donc voilà, si derrière ça vous intéresse, derrière c'est à vous de lire des ouvrages sur ce sujet. Ce sont les meilleures formations. J'ai toujours pensé que bien plus qu'un coach, il faut lire des ouvrages. C'est comme ça donc que l'on apprend. Alors bon, en ce qui me concerne, si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez mon compte Twitter qui est précisé ici. Première partie, alors je me tourne vers les questions, je jette toujours un œil, bon, sur les options du CAC 40, sur Swissquote. Alors, alors il y a une question de Stéphane Renard sur l'offre de Swissquote. Justement, donc n'hésitez pas à joindre les équipes sur ce sujet, je ne pourrai pas répondre à leur place. Alors, donc ce soir, les indicateurs de sentiment et de participation. Alors, comme vous le savez, si vous commencez à suivre régulièrement mes présentations, j'aime bien commencer de manière progressive. Des slides qui peuvent paraître parfois rébarbatifs, mais au moins poser les informations, définir le sujet dont on parle, et ensuite venir à des applications pratiques. Ce qui est important, c'est de bien distinguer la différence entre le sentiment du marché et la participation du marché, car ces deux catégories d'outils s'utilisent de manière différente. Le sentiment du marché, qu'est-ce que c'est? Déjà, posez-vous la question à vous. Vous avez souvent peut-être lu des articles, des documents parlant du sentiment du marché, le sentiment haussier, le sentiment des investisseurs. Et finalement, on ne cherche pas à vraiment définir ce que c'est. Alors, le sentiment du marché, c'est avant tout la mesure d'une perception. Ça, c'est très important à comprendre. Le sentiment du marché, ce n'est pas quelque chose de directement tangible. C'est l'état d'esprit des investisseurs, leur projection, la façon dont ils se projettent en termes de tendance. Et ça, c'est important parce qu'en gestion d'actifs, on ne cherche qu'à se projeter. Et donc, la perception en amont des investisseurs a une importance forte. Mais plus précisément, de quoi s'agit-il? Le sentiment du marché, c'est donc la perception des investisseurs, l'humeur, leur état d'esprit, leur vision des choses. Vous savez, tous ces concepts, ce sont des concepts anglo-saxons. Nous, derrière, on les traduit, on les utilise. Mais si vous allez du côté de la documentation anglo-saxonne, voilà le mot que vous allez trouver, mood.
mood. Donc ça traduit bien, si vous connaissez ce mot anglais, ce que ça représente le sentiment. Mood, l'état d'esprit général. Un exemple, voilà, si le marché, imaginons, rappelez-vous, après, avec la crise du Covid, le marché s'effondre, à un moment ou à un autre, nous sommes arrivés à un état d'esprit négatif extrême, et ça correspondait au point bas. Je viens déjà de donner ici une indication de la façon dont on utilise ce sentiment. Alors donc le mood, l'état d'esprit des traders, des stratégistes, des analystes financiers, très bien, mais malheureusement nous ne sommes pas dans leur tête. Nous ne sommes pas dans leur tête, nous ne faisons pas d'inception comme on dit, et comment savoir? Comment concrètement savoir l'état d'esprit? Parfois certaines personnes donnent leur état d'esprit, communiquent, et justement tout part de là. Le sentiment du marché donc ne découle pas des prix du marché. C'est très important. Ça, c'est là. Vous allez voir que c'est la différence avec la participation. Le sentiment du marché découle des opinions exprimées par les acheteurs et les vendeurs. Et vous allez peut-être pas me croire, mais dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, il y a des sondages extrêmement puissants qui sont organisés et les investisseurs jouent le jeu. En France, ce serait plus compliqué. Alors oui, justement, le sentiment, la mesure du sentiment du marché repose sur un instrument, qui est l'instrument du sondage, des sondages réguliers dont les résultats successifs peuvent prendre la forme d'une courbe sur un graphique. Donc, comment mesurer le sentiment du marché? Alors, j'ai pris ici l'exemple de ce qui est très percutant aux États-Unis. Tout est basé donc sur les sondages d'opinion des traders et des investisseurs. Et aux États-Unis, il existe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les traders particuliers, les traders privés ont un véritable impact sur le marché. Ils représentent une somme colossale sur le marché actions. Et encore plus avec récemment la crise sanitaire. Il y a eu énormément d'ouverture de comptes de trading. Les traders particuliers sont une force à part entière aux États-Unis. C'est beaucoup moins le cas pour les bourses européennes. Et donc, vous avez aux États-Unis une association qui est très puissante, l'Association américaine des investisseurs individuels particuliers, l'AAII. Et ce qui est intéressant, c'est que en général, on dit que les institutionnels se jouent des particuliers, mais dites-vous bien que tous les rapports proposés par l'Association américaine des investisseurs particuliers, les institutionnels utilisent ces outils. Donc ça, c'est intéressant. Alors donc, aux États-Unis, l'Association américaine des investisseurs particuliers organise chaque semaine, depuis 1987, un sondage, plusieurs, mais notamment un, avec toujours la même question. Voilà ce qui est demandé aux investisseurs privés. Comment vous projetez-vous pour le marché action à horizon 6 mois? Les résultats se présentent de cette façon. On leur pose une question simple, réponse simple. Vous êtes soit haussier, neutre ou baissier. Comprenez bien que si cette question est posée chaque semaine et qu'on obtient des résultats chaque semaine, dans le temps, on peut représenter ça sur la forme d'un graphique. On peut représenter l'évolution du sentiment des investisseurs sous la forme d'un graphique. Et là, on parle bien de projection. Donc, c'est la façon dont ils se projettent, dont ils perçoivent l'évolution des prix futurs. Donc, on étudie donc une population de traders. La plupart des données sont partagées. Alors, pour nous, en Europe, reconstituer ce type de données, il faut rassembler les données que partagent parfois les courtiers en ligne, les brokers pour traders privés, et ils le font de plus en plus. Les données sont de plus en plus publiques. Voilà donc à quoi correspond le sentiment du marché. On va voir donc comment ça se représente et ensuite comment ça s'utilise. J'espère que le thème vous intéresse, hein, que vous êtes toujours présent. Chaque semaine, donc, l'Association américaine des investisseurs particuliers, très puissante, donne l'état d'esprit des traders. J'ai représenté ici uniquement le sentiment haussier. Rappelez-vous, on leur pose une question, ils sont soit haussiers, neutres ou baissiers. J'ai représenté les réponses, uniquement les réponses du sentiment haussier. Et ce que l'on constate sur longue période, c'est que ce sentiment haussier évolue dans des bornes qui sont régulièrement les mêmes. Historiquement, on a rarement eu plus de 65% d'haussiers, c'était les cas extrêmes. Et en termes de panique, de marché baissier, rarement le sentiment haussier est tombé sous les 19-21%. Alors vous voyez déjà où je veux en venir. Avec l'évolution de ce sentiment, c'est un outil pour essayer d'identifier les retournements importants de marché. Typiquement, lorsque en 2020, ici le choc boursier du Covid, vous avez là le choc boursier de la Covid, eh bien le sentiment haussier s'est retourné dans la même zone historique et a permis donc de conjuguer ça avec
les points bas sur les grands indices boursiers, sur les premiers signaux chartistes de retournement haussier. Ça, c'était donc intéressant. Bref, voilà donc ce qu'on peut faire. Alors maintenant, comment concrètement ça s'utilise? Toutes ces données-là, elles sont publiques. Je remontre le site. Je vous invite à aller le visiter. Ce site est ici. Toutes les données principales sont publiques. Pour certaines, il faut payer, mais l'essentiel est public et gratuit. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces données du sentiment? Il existe une théorie que l'on peut appeler de différentes façons, mais que j'appelle moi la théorie des réservoirs. Et on va chercher à travailler le paroxysme du sentiment. Alors, la théorie des réservoirs, qu'est-ce que c'est? On parle là du sentiment du marché, la façon dont chaque trader se projette. Et nous allons les mettre, ces haussiers ou ces baissiers, dans des catégories. L'approche théorique de la théorie des réservoirs répartit les investisseurs en 3 grands réservoirs. Alors, réservoirs, voyons ça d'une manière concrète. Ici, je propose une métaphore. On peut prendre l'exemple d'un tonneau. Imaginez donc que ce sentiment haussier et baissier, eh bien, on le met dans ce type de récipient. Il y a donc le réservoir des acheteurs, le réservoir des vendeurs, représenté sous la forme d'une courbe, c'est ça, le réservoir des acheteurs. Ici, il est plein, ici, il est presque vide. Donc, j'y reviens. Le réservoir des acheteurs, le réservoir des vendeurs. L'idée, c'est lorsque le récipient, lorsque le tonneau est rempli, lorsque le réservoir est rempli, il arrive à ras-bord. Lorsqu'un réservoir arrive à ras-bord, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui peut arriver? Il ne peut que se vider. Il ne peut que se vider. Et donc, derrière, c'est l'inversion de tendance. L'idée, en fait, l'idée de cette métaphore, alors, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais l'idée, c'est de comprendre que si le réservoir des acheteurs est rempli, alors, l'analyse technique permet d'identifier le bord, justement. Si le réservoir des acheteurs est rempli, il ne peut ensuite que se vider. Et si le réservoir des acheteurs se vide, cela produit un effet baissier sur le marché. Et inversement, si le réservoir des vendeurs est rempli, il ne peut que se vider et cela produit un effet haussier sur les cours. Les anglo-saxons disent à ce moment-là que le marché est crowded. C'est la thématique est jouée à son maximum. La foule y est, on ne peut pas faire davantage. Donc ça, c'est la théorie qu'on va utiliser, que nous allons utiliser pour utiliser la représentation du sentiment. Cette métaphore du réservoir, je reprends ici la courbe, le réservoir en fait est ici. Et ici, c'est ce qu'on estime être le bord, la partie haute du réservoir, historiquement. Et lorsqu'on atteint, eh bien, il ne peut que se vider, car forcément, si on remplit davantage, on n'est plus dans le récipient. C'est une métaphore pour traduire le fait que ces indicateurs de sentiment, il faut s'intéresser à leur phase de paroxysme, leur phase extrême, et associer ça avec l'analyse technique. Typiquement, lorsque les indices boursiers ont chuté en mars 2020, il est venu un moment, quelques séances, avec les premiers signaux de retournement haussier, et si en plus de ça, le réservoir des haussiers, le réservoir des baissiers était plein, donc c'est-à-dire le sentiment haussier était revenu sur sa bonne passe, c'est un argument de plus pour envisager un rebond. Donc, il faut l'utiliser comme ça. Ce n'est pas un indicateur magique, c'est une case de plus dans l'analyse. Alors, c'est avec le chartisme de base que l'on détermine la hauteur de ces réservoirs. Donc là, on le voit très bien pour le sentiment aux États-Unis, sur le S&P 500, c'est toujours les mêmes zones. Ici, c'est la zone de ras-bord. Et ici, idem pour la partie basse du sentiment haussier qui correspond à la partie haute du sentiment baissier. Les deux se complètent. Ici, lorsque le sentiment haussier est au plus bas, c'est que le sentiment baissier est au plus haut. La courbe du sentiment du marché peut donc être comparée à la courbe des prix pour identifier les périodes de maturité extrême d'une tendance. Ça participe au calcul d'une probabilité de retournement de tendance. Alors, vous allez me dire, bon, les indicateurs de sentiment, c'est bien marrant, mais là, on parle de sondage. Oui, c'est vrai que parfois, un trader, un investisseur peut lui dire ce qui lui passe par la tête ou ne pas trop bien savoir. Effectivement, ce n'est pas très scientifique, le sondage. Et puis, bon, on voit en politique, il y a beaucoup d'erreurs des sondages. Alors, certaines personnes ont eu l'idée de chercher à représenter de manière scientifique le sentiment du marché en utilisant l'association d'une combinaison de données de marché, de données concrètes, mais dans l'objectif de définir le sentiment du marché. Donc, en étudiant les comportements des acheteurs-vendeurs, en déduire leur perception. Ça, c'est intéressant. Et vous avez notamment un indicateur qui marche très bien sur toutes les classes d'actifs, c'est le Fear and Greed Index.
l'indicateur de la peur et de l'optimisme, auquel on peut appliquer la théorie des réservoirs, mais vous allez voir même davantage, auquel on peut appliquer les principes de convergence-divergence que j'ai déjà présentés dans mes dernières présentations. Un exemple concret, que ça vous paraisse vraiment bien concret, j'espère que vous êtes toujours présent. Vous avez sous les yeux le Fear and Greed Index pour le cours du Bitcoin. Alors observez bien là, le graphique, en jaune c'est le prix du Bitcoin actuel, en bleu le Fear and Greed Index. C'est la mesure du sentiment du marché. D'ailleurs, regardez historiquement, ce sont toujours les mêmes bornes. Vous avez ici la partie haute du sentiment, le réservoir des haussiers est rempli, et ici, c'est le réservoir des baissiers qui est rempli. Donc, c'est la mesure du sentiment du marché sur des données scientifiques que l'on compare à l'action des prix. Et ce qui est très intéressant sur cet indicateur, c'est, eu égard au fait qu'il est basé sur des données de marché, et bien on peut appliquer les principes de divergence. Rappelez-vous, divergence haussière, divergence baissière. Et regardez cet exemple magnifique récemment. Il y a eu là, début novembre, une tentative du cours du Bitcoin de faire un nouveau record historique, nouveau sommet marginal. Il y avait des divergences baissières sur les indicateurs classiques, mais regardez aussi sur la mesure du sentiment, nouveau plus haut des prix, double top du sentiment. Alors, ça peut paraître de la sorcellerie, comment ça se fait que le sentiment, on peut faire des niveaux de chartis sur le sentiment, c'est parce que les comportements se répètent. En tout cas, le Fear and Greed Index est de plus en plus utilisé. Ici, vous aviez au contraire, le prix baissait régulièrement, des creux de plus en plus bas. Au contraire, le Fear and Greed Index faisait, lui, le même support, une figure de renversement. On peut même, moi je dirais jusqu'à, parce que je suis un chartiste jusqu'au boutiste, à faire du chartisme sur un indicateur de sentiment, et ça permet de, ça participait à l'identification de divergences haussières ici, et derrière, il y a eu toute la hausse depuis l'été. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'utilisez pas du tout les indicateurs de sentiment, mais que là, ça vous intéresse, moi, je vous invite à vous tourner du côté du Fear and Greed Index. C'est quand même beaucoup mieux que les sondages, et c'est très percutant. J'aime beaucoup, moi. Les deux, ça se trouve partout, hein, c'est sur les sites publics. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Maintenant, nous allons en venir à la participation au marché. Alors là, c'est quand même plus concret. Le sentiment, on s'intéresse à l'état d'esprit. La participation au marché, là, c'est beaucoup plus concret car c'est tangible. Déjà, définissons de quoi est-ce que nous parlons. Définition de la participation du marché, la différence entre le sentiment et la participation au marché, elle est la suivante. Le sentiment, c'est l'état d'esprit. La participation, elle, mesure des données concrètes de marché, issues directement des prix. Les données de participation sont des données concrètes qui dérivent des prix, qui sont derrière, en fait. Derrière l'action des prix, derrière les tendances. Et ces données de participation permettent de juger ce que moi j'appelle la santé intrinsèque d'une tendance, son infrastructure, son ossature. Vous allez voir, j'ai quelques exemples, ce sera plus concret au-delà de cette littérature. Donc les données de participation, qui sont concrètes, qui sont derrière l'action des prix, suivent aussi une tendance. Puisque c'est ça qui est magique avec l'analyse graphique, c'est que dès qu'on a une série de data, de données, on peut représenter sous la forme d'une courbe et y appliquer les principes chartistes de base. Cette tendance des indicateurs de participation peut être comparée à la tendance du prix et on appliquera à nouveau les principes de convergence-divergence. Alors un peu de concret, on voit de quoi il s'agit. J'ai ici sélectionné 5 exemples d'indicateurs de participation avant de voir ensuite des exemples concrets. Premier exemple des indicateurs de participation, et j'espère que ça va vite vous parler, par exemple le montant monétaire total investi par classe d'actifs. Alors c'est bien de dire que le marché action est haussier, de faire son analyse technique, de voir des signaux techniques, mais si en plus de ça, vous avez les données d'entrée de capitaux et de sortie de capitaux de chaque classe d'actifs, c'est plus intéressant. Le cours du SMI fait plus 20% sur 3 mois, et si en plus de ça, vous avez des inflows positifs, des entrées de capitaux, non seulement le prix est haussier, mais l'engagement augmente. Ça aurait été plus inquiétant que le prix soit haussier, mais que l'engagement diminue. Ça aurait signifié que les institutionnels commençaient à sortir, à distribuer. Donc, c'est ça qu'on appelle les données de participation, d'infrastructure, d'ossature. C'est ce qui se cache derrière l'action des prix. Donc, le montant monétaire total, inflow, outflow, ces données sont publiques pour toutes les classes d'actifs, mais proposées bien sûr avec du retard. Ce sera trop facile sinon.
Une autre mesure de la participation, je vous invite à revoir ma dernière vidéo qui est sur la chaîne Swissquote Suisse, l'engagement en termes de position de marché des institutionnels. La mesure phare que tout le monde regarde et qui est très efficace, c'est l'open interest. Alors, je ne vais pas redéfinir ici ce qu'est l'open interest. Ma précédente présentation en ligne sur Swissquote Suisse le fait. Mais concrètement, il s'agit du nombre total de contrats à terme créés, le nombre total de contrats futurs, de contrats d'options par marché. Oui, parce que imaginez, le cours du Bitcoin fait plus 30% en 3 mois, mais la quantité totale de contrats à terme créés, donc utilisés par les institutionnels, elle, moins 40%. C'est un signal d'alerte. Certes, le prix du Bitcoin est haussier et imaginons qu'il donne des signaux techniques haussiers de continuation, bien, mais si dans cette phase-là, des contrats à terme ont été détruits, c'est-à-dire que des institutionnels sont sortis du marché, c'est qu'ils ont pris leurs bénéfices et qu'ils n'y sont plus, on peut commencer à s'inquiéter. Donc, ces données d'infrastructure, en fait, sont majeures pour juger une tendance. Et l'open interest, sur les contrats futurs notamment, c'est parfaitement public. Je vais vous montrer comment accéder à ça, c'est public. Alors, on peut aussi étudier le positionnement net des traders, c'est-à-dire faire la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente, et représenter ça sous la forme d'une courbe. D'autres données d'infrastructures hyper classiques auxquelles on ne pense pas. Le nombre de comptes de trading créés, le nombre de comptes titres actions, le nombre de plans épargne actions. Typiquement, lorsque Wall Street a fait des nouveaux records historiques après le point bas du choc boursier aux États-Unis, eh bien, c'était très intéressant de suivre la courbe des créations, des ouvertures de comptes par les traders particuliers. Et on s'est rendu compte que cette courbe s'envolait et faisait de nouveaux records. Ça permettait de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière la tendance haussière et de comprendre que maintenant, il fallait compter sur les traders privés et donc commencer à mesurer leur participation, leur état d'esprit, leurs sentiments. Si on ne s'intéresse pas à ces données de participation, on manque en fait des informations essentielles. Autre exemple hyper simple, sur le marché des cryptos, eh bien, on peut comparer l'évolution de la tendance au nombre de portefeuilles, les wallets, nombre de portefeuilles ouverts. S'il y a vraiment un engagement de plus en plus fort de la population, il faut que le nombre de portefeuilles, d'adresses Bitcoin augmente. Si le nombre de wallets chute, malgré la hausse, c'est que c'est compliqué, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc voilà, ça, ce sont des exemples d'indicateurs de participation. Alors, un exemple maintenant concret, je me tourne vers les questions, voir si il y en a, je bois un peu d'eau. Non, je n'en vois pas, donc c'est que j'espère que la présentation vous intéresse. Je continue. Un exemple ici concret. Vous avez sous les yeux donc la représentation graphique du BTC USD, données hebdomadaires en échelle classique, à laquelle j'ai superposé la courbe du nombre de portefeuilles Bitcoin. C'est pareil, ces données sont publiques. Ces données sont publiques, vous les avez par exemple sur TradingView, ce graphique vient de TradingView. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la hausse depuis l'été dernier sur le cours du Bitcoin, eh bien, cette hausse du prix s'accompagne d'un très fort rebond du nombre de portefeuilles Bitcoin, du nombre de wallets, d'adresses, de participants. Et donc, ça va dans le sens d'une tendance haussière plutôt saine, de voir cette hausse des prix intéresser de plus en plus de monde. Ça aurait été plus compliqué si, malgré la hausse, le nombre de portefeuilles n'avait pas monté. Donc voilà, ça, ce sont les indicateurs d'infrastructure qui permettent de savoir si une tendance est saine ou pas, si elle a un risque de se retourner ou pas, ou typiquement, si vous êtes en tendance haussière et que vous observez que le nombre de wallets commence à chuter, c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices. Ça peut être même mieux qu'un signal technique de renversement. Donc ce sont des données souvent sous-estimées, mais que moi j'estime très, très intéressantes. Alors, comment les utiliser justement? Ces données de participation, dites-vous bien qu'elles sont disponibles pour tous les participants et que les données sont publiques et elles sont même rassemblées selon les catégories de traders. Ça, c'est très intéressant. Alors, on oppose régulièrement les traders institutionnels aux traders privés. Pourquoi? Parce que déjà, les faits, les études statistiques dévoilent que les traders privés sont globalement, statistiquement, day trading, ce sont des études qui ont été faites aux États-Unis dans les années 90 et 2000, sont statistiquement perdants, la masse des traders privés. Pour le trading actif, attention pour le trading actif. Alors, en fait, ce n'est pas que le taux de réussite est mauvais. Même d'ailleurs, ces études montrent que les traders privés ont en général plus d'un trade sur deux gagnant. Donc,
Comment perdent-ils de l'argent s'ils ont plus d'un trade sur deux gagnants? Le problème, c'est la gestion du risque, le money management. C'est ils ont plus d'un trade sur deux gagnants, mais les pertes sont supérieures. La perte moyenne est supérieure au gain moyen. Et ça, c'est souvent parce que lorsqu'on est en gain, on veut vite sortir. Par contre, lorsqu'on perd, eh bien, on n'arrête pas de rebaisser son stop et c'est compliqué. Et donc, au final, même s'il y a plus d'un gain sur deux, si la perte moyenne est supérieure au gain moyen, on perd de l'argent. Alors, pourquoi les traders particuliers sont globalement perdants? Ça peut paraître logique. Ils sont déjà seuls, ils n'accèdent pas aux données de marché importantes. La maîtrise du risque, c'est compliqué. L'exécution des ordres n'est pas forcément maîtrisée. L'isolement, la gestion du stress, la maîtrise des fondamentaux, alors que dans les maisons de gestion, ils ont toutes les infos. Ça peut paraître logique, mais voilà la réalité. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces deux catégories. Les traders institutionnels sont statistiquement dans le sens de la tendance et les traders privés globalement non. Bilan des courses. Si nous avons les données de positionnement d'une catégorie de traders qui est statistiquement perdante, l'idée, ce serait d'en prendre le contre-pied. C'est l'approche contrarienne, c'est-à-dire suivre la tendance opposée à une catégorie de traders qui statistiquement identifie mal la tendance et au contraire se positionner dans le sens de ce qu'on appelle les mains fortes, c'est-à-dire ceux qui créent la vraie tendance. Eh bien, j'en parle parce qu'en fait, les données sont publiques pour un certain nombre de catégories de traders. Alors, ce serait trop facile que ce soit en temps réel, c'est toujours avec 1 semaine à 10 jours de retard, mais c'est pas grave, ça permet quand même de travailler sa tendance, de savoir si elle est saine ou pas. Donc l'analyse contrarienne des marchés financiers, voilà le principe. Une tendance haussière est saine si, dans cette tendance haussière, les traders privés ont tendance à vendre ou sont de plus en plus vendeurs, et au contraire, les traders institutionnels de plus en plus à l'achat. Une tendance baissière sera jugée saine si les traders particuliers dans leur ensemble sont globalement à l'achat ou de plus en plus à l'achat, et au contraire, les traders institutionnels de plus en plus à la vente. Alors, en ce qui concerne les traders privés, les données sont le plus souvent mises à disposition publiquement par les brokers particuliers. Alors après, la difficulté, c'est de tout associer, puisque certains brokers, vous savez, donnent le sentiment de leurs clients, en fait, donnent le positionnement de leurs clients. D'autres ne le font pas. Le problème, c'est que pour les agglomérer, ces données, c'est compliqué. En fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas utiliser les données des traders particuliers. On ne va pas se mettre à jouer contre ce qu'on fait nous, traders privés. Par contre, plus intéressant, moi, ce que je vous invite à faire avec la participation, ce n'est pas l'analyse contrarienne, même si c'est intéressant, et je l'ai présenté ici parce que certains le font, mais c'est au contraire de chercher à identifier comment les traders pros, eux, se positionnent. Et être certain que si vous êtes à l'achat dans une tendance haussière, que la majorité des traders pros le soient aussi. Car sinon, c'est que la tendance commence à faiblir ou que c'est un piège technique. Donc, ces données de participation, rappelez-vous, hein, tous les baromètres de participation que j'ai cités juste avant sont disponibles par catégorie de traders. Alors, comment accéder à des données globales pour les traders professionnels? Eh bien, aux États-Unis, qui est le pays vraiment des données, c'est incroyable, c'est le pays de la big data. Vous avez aux États-Unis le régulateur boursier américain, la SEC, donc très bien, et vous avez aux États-Unis un sous-régulateur dédié aux contrats futurs, la CFTC. C'est ça qui est assez incroyable. Vous avez un sous-régulateur dédié aux contrats à terme, et ce régulateur propose chaque semaine un rapport COT, COT, Commitment of Traders, engagement des traders. Alors, nous allons regarder ça, mais tout d'abord un cas pratique. Vous avez ici le graphique du cours de l'euro-dollar et en dessous, donc, les données de positionnement en vert des traders institutionnels, en rouge des spéculateurs privés. Et là, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment parlant. Le retournement haussier ici de l'euro-dollar a été anticipé de quelques semaines par les traders institutionnels et le retournement baissier, de la même façon, a été anticipé de quelques semaines. Et dans toute cette phase de baisse, les traders institutionnels sont de plus en plus vendeurs. Vous avez ici le solde net de leur position, c'est-à-dire position à l'achat moins position à la vente. Donc, si c'est baissier, c'est que c'est de plus en plus en faveur des positions vendeuses. Sous zéro, c'est qu'elles sont majoritaires, ces positions vendeuses. Et au contraire, les spéculateurs privés, eux, se sont mis à acheter cette phase de baisse en pensant que c'était qu'un retracement de ça et qu'il fallait en profiter. Donc, vous croisez ça avec l'analyse chartiste. Ici, vous avez un double top, cassure de la ligne de coup. Et si, en plus, à la validation de votre double top, vous savez que la dynamique des traders institutionnels est d'être de plus en plus vendeurs, c'est la confirmation que cette figure est bonne.
Et d'ailleurs, elle a, à peu de choses près, fait son objectif de cours. Là, c'est vraiment un exemple qui a fonctionné. C'est encore plus percutant ici lorsqu'on a baissé de 1,40 à 1,05 $. Donc, ces données ici, sous le graphique, ce sont les données sur le contrat futur euro-dollar, car ces données de positionnement, de participation, sont disponibles sur les contrats à terme. Sur les contrats à terme. Alors, ces données de participation sont disponibles sur les contrats à terme via le rapport Commitment of Traders. Le rapport Commitment of Traders est donc publié par la CFTC aux États-Unis. L'idée, c'est d'aider, en fait, c'est de participer à l'analyse générale du marché. L'idée, hein, c'est d'aider le grand public. C'est très complexe, le rapport Commitment of Traders. Il y a énormément de données, mais on va se concentrer sur l'essentiel. On va se concentrer sur les données qui concernent les institutionnels. Alors, le rapport est publié chaque vendredi, mais ce ne sont pas les données de vendredi, c'est publié chaque vendredi en utilisant les données arrêtées au mardi précédent. Donc, vous voyez tout de suite le décalage qu'il y a. Ce rapport va vous donner l'évolution des positions acheteuses et vendeuses par catégorie de traders. Il y a un certain nombre de catégories. Nous, ici, on va se concentrer sur les traders institutionnels à fort effet de levier, vraiment les mains fortes, les plus capitalisés. Moi, mon conseil est ici, plutôt que chercher à prendre le contre-pied des traders privés, sachant que c'est difficile d'avoir toutes les données agglomérées, moi, je vous invite plutôt à vous concentrer sur la tendance imprimée par les mains fortes, les institutionnels à fort effet de levier. Oui, parce que les contrats à terme, c'est avec effet de levier. Sur ces données de positionnement donc pour les traders institutionnels à fort effet de levier, le rapport Commitment of Traders vous donne l'évolution de la position ouverte, rappelez-vous, Open Interest, l'Open Interest, le nombre de contrats créés, l'évolution du nombre de contrats créés, les contrats à l'achat et les contrats à la vente. Et d'ailleurs, si vous faites la différence entre les contrats à l'achat et les contrats à la vente, vous avez le positionnement net. Si le positionnement net est supérieur à 0, ils sont majoritairement à l'achat, et inférieur à 0, majoritairement à la vente. Et on travaille aussi la tendance de la courbe de ce positionnement net. On va regarder un exemple juste après. Ici, j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer que ce rapport Commitment of Traders, avec donc les données sur les contrats futurs, est disponible non seulement pour plusieurs catégories de traders, mais pour toutes les classes d'actifs. Les métaux, les taux d'intérêt, le forex, l'énergie, les cryptos, tous les détails sont ici. Et ça, on trouve ça qu'aux États-Unis. Donc, si par exemple vous tradez le forex, ou les CFD forex, ce sont des mines d'or de données qui sont disponibles, notamment sur le contrat futur euro-dollar. Et ça aide vraiment à être dans le bon sens de la tendance. Alors, suivre les institutionnels, le rapport Commitment of Traders met donc à votre disposition la position ouverte nette, c'est-à-dire des institutionnels, contrat à l'achat ou moins contrat à la vente. Si la courbe est haussière, ils sont de plus en plus à l'achat. Si la courbe est baissière, de plus en plus à la vente. Au-dessus de 0, net acheteur, sous 0, net vendeur. La tendance baissière est saine si la baisse des prix est accompagnée par une direction baissière de la position ouverte nette. Je reprends cet exemple juste ici. La tendance baissière de l'euro-dollar est saine. La tendance baissière de l'euro-dollar est saine si les traders institutionnels sont de plus en plus à la vente, tendance baissière du solde net, et en plus, ça c'est sous 0, donc majoritairement vendeur. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'on a eu les premiers signaux techniques de retournement haussier, eh bien, on a eu le signal où eux étaient maintenant majoritairement à l'achat. Et on peut travailler, les cassures du niveau de 0 sont des vrais signaux. Donc, moi j'utilise beaucoup ces informations-là. Donc, je reviens à mes tableaux. Et une tendance haussière est saine si la tendance haussière des prix est accompagnée d'une direction haussière de la position ouverte nette des mains fortes. Au-dessus de 0, majoritairement à l'achat. Sous 0, majoritairement à la vente. Attention, dernier principe. Cette position ouverte nette, on peut aussi la travailler en termes de niveau extrême. La théorie des réservoirs. Mais bon, un peu de recul par rapport à certains le font. Moi, je prends du recul par rapport à ça. Je pense que ça c'est appliqué, autant la théorie des réservoirs, on peut l'appliquer sur la mesure du sentiment, autant sur des données réelles de marché, je trouve que c'est un peu exagéré. Alors, le rapport Commitment of Traders, il se présente comme ça. Là, vous avez un exemple sur le contrat futur or, pour les traders institutionnels, les positions à l'achat, vous voyez, donc l'évolution des positions à l'achat, l'évolution des positions à la vente, et là, vous avez le solde net. Et vous pouvez tout à fait comparer ces données-là à votre analyse technique de l'or. Si l'or commence à dépasser des résistances
et que les institutionnels se mettent de plus en plus à l'achat, c'est que vous savez que ces signaux techniques haussiers sont portés par les traders pro. Et donc, c'est plutôt rassurant. Alors, bilan et rôle en analyse technique de tout ce que nous avons vu. Il n'y a pas de question, donc pour l'instant, ça vous intéresse. Enfin, j'espère. Bilan. Déjà, ce ne sont pas des indicateurs magiques. Il ne faut pas croire que là, ça y est, j'ai les courbes de participation des institutionnels, je sais ce que fera le marché. C'est juste une case de plus dans la méthodologie. Typiquement, si vous utilisez Ishimoku, pourquoi ne pas croiser vos signaux d'Ishimoku avec ce que font les institutionnels? C'est une case de plus, un élément de plus, mais moi je trouve que c'est extrêmement percutant. Et ça, dans une méthode d'analyse, ça peut représenter un bon 50%, surtout la participation. Le sentiment, c'est une toute petite case. Donc, les cases short-chartistes et les signaux d'analyse technique en général, il faut les valider avec les indicateurs de participation. C'est ce que je disais à l'instant. Si l'or cache une résistance, il faut voir la courbe du positionnement net des traders pro, elle aussi, donner prendre une allure haussière. Ça va permettre en fait de valider les cassures de support, résistance, les sorties de figure, sortir par le haut d'une figure de continuation haussière. Et si les institutionnels ne sont pas davantage à l'achat, augmentation de la probabilité que ce soit un piège technique. Et surtout pour les changements de tendance, car les changements de tendance ne sont faits que par les mains fortes, surtout les retournements de tendance à la hausse. Et ça, c'est vraiment capital. Je repasse sur ce graphique. Ici, l'euro-dollar avait baissé plusieurs années de 1,40 à 1,05, plusieurs mois de range pour repartir en tendance haussière. La tendance haussière est repartie uniquement parce que les institutionnels se sont mis à acheter. Si on avait eu des premiers signaux haussiers ici, mais il ne se passait rien sur la courbe verte, je pense que ça n'aurait rien donné ou on aurait pu douter d'un piège technique. Donc ça, c'est majeur. Alors, je reviens là où j'en étais. Donc, bilan. Voilà donc pour la participation. Pour les indicateurs de sentiment, c'est plutôt pour mesurer les phases extrêmes. Si le sentiment haussier atteint un extrême historique, que les marchés s'envolent et que dans les journaux télévisés grand public, on commence à dire qu'il faut acheter, et qu'en plus le sentiment haussier atteint son record historique, fort à parier qu'en fait ce soit la fin de la tendance haussière et qu'un retournement arrive. Le sentiment, on peut l'intégrer en partenariat avec la participation. Pour le sentiment, moi je vous conseille d'éviter les sondages, même si ça existe. Je vous ai parlé de l'AI, donc c'est important, mais plutôt sur des indicateurs scientifiques de perception, comme le Fear and Greed Index, qui est disponible pour toutes les classes d'actifs. Ça, c'est important. Et donc, voilà, au final, eh bien, cela représente une case dans la méthodologie de trading, mais une case que j'estime être de plus en plus importante. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir la patience et de ne pas avoir la fainéantise, de rassembler les données, de construire ces graphiques. Ça demande un peu plus de travail que simplement d'ouvrir un graphique et de mettre des lignes vertes et rouges, mais derrière, l'impact est peut-être vraiment intéressant. Voilà, alors écoutez, moi j'ai terminé la présentation de ce soir. Je vais me tourner vers les questions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors Stéphane, oui, donc je vois vos questions pour les options CAC 40, donc je pense que la Suisse pourra bien vous renseigner. Ce qui arrive en ce moment, voilà, je ne vois pas de questions précises. Bon, j'espère que c'est plutôt bon signe pour les personnes qui étaient présentes. Tout a été enregistré, donc vous, d'ici quelques jours, vous retrouverez l'intégralité de la présentation sur YouTube, ce qui vous permettra en fait d'accéder aux slides en faisant des captures d'écran. Quant à moi, j'ai le plaisir donc de vous retrouver ici via GoToWebinar à partir de janvier, une fois par mois à partir de janvier pour de nouveaux thèmes éducatifs, pédagogiques, qui ne sont pas paroles d'évangile, mais simplement susciter votre intérêt pour une approche et derrière lire des ouvrages sur ce sujet. Et puis sinon, je vous retrouve donc chaque semaine en direct sur la chaîne YouTube Swiss Code Suisse pour des points de marché. Voilà, alors où trouver ces sites-là? Donc, je vais répondre à cette question de Stéphane. Alors, pour l'Association américaine des investisseurs particuliers, je vais vous montrer l'URL. C'est l'AAII. Voilà, ça se trouve ici. Voilà, vous avez l'URL ici. Ensuite, beaucoup de sites proposent ce type de données. Moi, j'en utilise certains, plus que d'autres.
je les partagerai d'ailleurs dans les commentaires lorsque la vidéo sera postée sur YouTube. Mais vous tapez sur un moteur de recherche Fear and Greed Index sur l'actif qui vous intéresse. Vous allez voir que vous allez tomber sur 3-4 gros sites américains qui vous proposent la représentation graphique de cet indicateur. Ça se trouve assez facilement. Vous avez MarketWatch aussi qui est très bien. Bybit pour les cryptos. Je partagerai ça dans les commentaires lorsque la vidéo sera en ligne. Et donc la CFTC, c'est le régulateur américain des contrats futurs. Donc vous tapez Bourse États-Unis CFTC, c'est l'équivalent de, c'est vraiment le régulateur, hein, le gendarme boursier pour les contrats à terme. Ça se trouve assez facilement. Tapez CFTC Wall Street et vous allez tomber sur tous ces éléments. Voilà, bah écoutez, j'espère que la soirée, début de soirée vous a intéressé. Je termine en vous montrant, puisque je vois un certain nombre de questions, en vous montrant ici les informations donc, sur Swissquote. Et puis voilà. Bonne soirée à tous. Et puis à très bientôt. Merci.